Bonjour chers amis, voilà, je fais cette vidéo un peu tard parce que la première j'avais cru l'enregistrer mais elle n'était pas enregistrée du tout. Alors merci à tous d'être là, merci à vous tous et à vous toutes. Soyez bienveillants en n'oubliant pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'est-ce pas? De partager cette vidéo, de la partager avec nous ici ou entre vous simplement, de mettre un pouce et d'activer la clochette afin de pouvoir la voir en favori, puis pourquoi pas la partager sur vos réseaux sociaux ou là où vous voulez, quoi. Là, vous avez l'habitude de partager vos commentaires, votre vidéo, etc., etc., etc. Alors aujourd'hui, le sujet va être un peu long. Il sera peut-être fait en deux parties ou en trois, je n'en sais rien encore. Alors nous allons parler, comme je vous l'avais dit la veille, nous allons parler du maréchal Philippe Pétain. Alors j'emploierai toujours le mot maréchal, le titre, parce que très vite vous verrez que Wikipédia, comme la plupart des médias et autres, ils emploient le mot que de Philippe Pétain. Bon, évidemment, en 1945, il a été déchu de tous ses droits, ses décorations, ses titres, mais il n'empêche, et vous allez voir, vous allez découvrir ce qu'était l'homme militaire, et c'est à cela que je vais m'attarder plus précisément. Je parlerai de l'homme politique aussi, mais avant tout du militaire. Vous allez voir que ce n'est pas triste. Et que c'est même, je dirais, plus glorieux que certains autres dont je ne nommerai pas, je ne vais pas citer nommément, mais vous verrez, l'allusion sera assez proche pour que vous compreniez de qui je veux parler, en unité ou en nombre. Voilà, alors ouais, il commence déjà par Philippe Pétain. Bon, ça commence bien, hein. Le maréchal Philippe Pétain, né le 24 avril 1956 à Cauchy, à La Tour, dans le Pas-de-Calais, dans le nord du pays des fromages, si vous voulez, est mort en détention le 23 juillet 1951 à Fort-Joinville en Vendée. Est un militaire, diplomate et homme d'État des pays des habitants de fromage, élevé à la dignité de maréchal du pays des fromages en 1918. Il est frappé d'indignité nationale et déchu de toutes ses distinctions militaires en 1945. Par qui? Par Monsieur Charles de Gaulle. Alors pourquoi je dis Monsieur Charles de Gaulle? Ce n'est pas que j'ai quelque chose pour ou contre lui. Seulement, il faut remettre les choses dans leur contexte. Je rappelle rapidement, on a vu hier le dernier président de la Troisième République, Paul Doumer, si je me rappelle bien. Non, Gaston Doumer, je crois. Oh, ça y est, je me rappelle déjà plus. Excusez-moi une seconde, je reviens après avec le maréchal Pétain. Albert Lebrun, voilà, le président Albert Lebrun, qui a officiellement éloigné le capitaine ou le colonel, je crois qu'il était capitaine, Charles de Gaulle, il l'a écarté de l'armée. Alors, non pas qu'il était plus militaire, mais il était plus militaire en fonction. C'est-à-dire il n'avait que son grade de capitaine et il a été renvoyé à la vie civile, certes mis en réserve au cas où, et vous allez voir qu'il va revenir. Au cas où il était mis en réserve en civil. C'est comme aujourd'hui, vous avez parmi la population des gens civils qui sont des militaires de réserve ou bon, quand ils sont de carrière, qu'ils s'habillent en civil, c'est autre chose. Mais ceux qui sont en réserve sont constamment en civil. Ils ne peuvent pas s'habiller en militaire. Eh non, puisqu'ils sont écartés de l'armée, du corps militaire dans lequel ils étaient rattachés ou engagés. Alors, élevé à la dignité, je l'ai dit, militaire de carrière, démarqué à l'école de guerre de la doctrine dominante de l'offensive à outrance. Il est sur le point de terminer sa carrière comme colonel lorsque la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, éclate en 1914. Chef militaire à l'action importante, il est généralement présenté comme le vainqueur de la bataille de Verdun. Vous remarquerez, il est généralement présenté. Non, il est le vainqueur de Verdun. C'est pas il est présenté. On suppose que non, il l'est. Il l'est, tout simplement. De la bataille de Verdun. Et avec Georges Clemenceau, donc, comme l'artisan du redressement du moral des troupes après la mutinerie de 1917, remplaçant Nivelle, voilà le portrait du général, je crois.
Voilà, général de division, Nivelle. En mai 1917, il reste commandant en chef des forces des habitants du pays des fromages jusqu'à la fin de la guerre, bien que placé sous les ordres de son rival Ferdinand Foch, le maréchal Foch, je rappelle, qui lui n'était pas vraiment... C'était un combattant, mais enfin bon, un peu... Bon, passons. Ouais, je vous en dirai 2 mois après. Enfin, vous comprendrez. Jusqu'à la fin de la guerre, bien que placé sous les ordres nommé généralissime des troupes alliées après la rupture du front le 28 mars 1918. Auréolé d'un immense prestige au lendemain de la guerre, il est le chef de l'armée d'après-guerre. En 1925, il commande personnellement les forces des habitants des pays des fromages combattant aux côtés de l'Espagne dans la guerre du Rif. Alors ça c'est au Maroc, hein. Les Espagnols étaient en guerre contre l'armée marocaine, semble-t-il, hein, remplaçant le maréchal Lyoté. Voilà, le maréchal Lyoté. Bon, il y aurait 2 mots à dire, hein, c'est un homme très important dans la vie de la politique des habitants du pays du fromage et surtout du Maroc, devenu académicien en 1929, le maréchal Philippe Pétain, je rappelle, hein. Il occupe les fonctions de ministre de la guerre de février à novembre 1934, puis est nommé ambassadeur en Espagne en 1939, alors que le pays est dirigé par le général Franco. Oui, alors ben, c'est un chef d'État. Rappelé au gouvernement le 17 mai 1940, après le début de l'invasion allemande, il s'oppose à la poursuite d'une guerre qu'il considère comme perdue et dont il impute bientôt la responsabilité au régime républicain, donc du président Albert Lebrun, hein. Enfin, c'est surtout les parlements, parce que le président Albert Lebrun, bon, il devient président du Conseil en remplacement de Paul Reynaud, voilà, qui lui est parti à Bordeaux, hein, je rappelle. Et je vous dirai 2 mots de lui à propos de M. Charles de Gaulle, vous allez comprendre. Le 16 juin, le lendemain, il appelle à cesser le combat selon la volonté. Selon la volonté, mais c'est une volonté imposée, cher monsieur de Wikipédia. Je vous rappelle que le pays du fromage était occupé et l'armée allemande avait pris tous les postes clés à Paris et ailleurs, hein, je vous le rappelle. Il fait signer l'armistice le 22 juin 1940 avec le Troisième Reich à Rotonde. C'est où ça, Rotonde? Oui, c'est le fameux wagon dans lequel ont été signés l'armistice le 11 novembre 1918 entre le pays des fromages, ses alliés, et l'Allemagne. Puis l'armistice du 22 juin 1940 entre la France, le pays des fromages et le Troisième Reich. Après, je vous dirai 2 mots sur l'armistice de 1918, signé par l'Allemagne qui a capitulé, et je vous dirai ce qui se passe après entre les 2 hommes, entre le maréchal Pétain et le maréchal Foch. Vous allez comprendre. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi on a été battu. Comment en 1940, le pays des fromages, en 1939, on a été battu rapidement en quelques minutes. Il s'octroie illégalement. Il s'octroie illégalement. Non, non. Il a été nommé chef du pays. De fait, c'est vrai, il n'est pas légitimement, on va dire juridiquement, il n'est pas dirigeant du pays des fromages. C'est exact, mais c'est tout aussi le fait de M. Charles de Gaulle, je vous rappelle, monsieur, en 1946 et en 1958. Et le futur président Charles de Gaulle ne sera que président en 1959, lorsque la proclamation officielle aura été apportée en main propre par le Conseil constitutionnel entre les mains de M. Charles de Gaulle, président de la République des pays des fromages. D'accord. Bon, et je vous dis, je ne parlerai pas de sa présidence encore. Quand on viendra à M. Charles de Gaulle, on en parlera. Pour l'instant, je m'abstiens. Alors, il s'octroie également le lendemain le titre de chef d'État des pays des fromages à 84 ans. Bah oui, il conserve cette fonction durant les 4 années de l'occupation du pays des fromages par l'Allemagne nazie. Installé en zone libre, je vérifie quelque chose qu'il n'y a pas d'erreur. Oui, d'accord. Bon. Installé en zone libre à Vichy, donc à la tête. Oui, je vous rappelle que la France était le pays du fromage était coupé en 2, hein. À la tête d'un régime autoritaire sous la devise travail, famille, patrie, il abolit les institutions républicaines et les libertés fondamentales, dissout le syndicat et les partis politiques et instaure une législation antisémite. Ah bon?
Ah ben, il faudrait interroger le professeur Georges Dreyfus, mais il est mort. Annick Riegel, ancien reporter au Figaro ou à l'Aurore, mais ils sont morts tous les deux, qui sont passés de l'Alsace occupée, je rappelle, par l'Allemagne du Troisième Reich. Ils sont passés en zone libre sans avoir été inquiétés. Bon, il faudrait se poser des questions. Hmm. Pourquoi eux n'ont pas été inquiétés? Et après, il y a eu tant de déportations. Mais ça, c'est une affaire dont je ne veux pas ici débattre. On n'est pas là pour parler de ce qui s'est passé pour ces pauvres déportés qui ont été de la zone libre amenés par convoi au parc, je ne sais plus lequel, à Paris, un stade de football, c'est Pierre de Coubertin, je crois. Ils ont été entassés là avant d'être embarqués dans les camions et les trains pour aller bon, ben, à Auschwitz ou ailleurs, je ne sais pas. Hein. Ce qui est certain, c'est que la pression s'est fait sentir. Le Troisième Reich voulait des hommes. Mais ça, comme je vous l'ai dit, ce serait un débat qu'il faudrait avoir avec ceux qui prétendent en savoir beaucoup sur ce qui s'est réellement passé, alors qu'ils ne savent même pas de quoi il en était. Alors, je ne dis pas que le régime de Vichy était un bon régime. Je n'ai pas dit ça. Mais comment faire en temps de guerre? Si le pays des fromages était entièrement occupé, si M. Charles de Gaulle, alors, n'avait pas été rejoindre Bordeaux, voir, comment il s'appelle, Paul Reynaud, pour demander un embarquement pour partir à l'étranger, ou peut-être à Londres d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu ça, si M. Charles de Gaulle avait été un héros militaire, je ne sais pas ce qu'il a été d'ailleurs, moi j'ai ma pensée sur lui, mais bon, si vous voulez, ce qui a été fait par rapport au capitaine Charles de Gaulle, c'est qu'il est parti pour justement sortir du pays du fromage, hein, je rappelle, pour aller en Angleterre, à Londres, je pense. Au lieu de partir, il aurait dû résister, il aurait dû s'engager, dire ben voilà, écoutez, j'ai été écarté par le pouvoir de M. Albert Lebrun. Moi, je demande à regagner les effectifs militaires et je veux me battre pour aider le pays. Eh ben non, il est parti. Alors que le maréchal Philippe Pétain, il est resté sur place. Qui était le héros, qui ne l'était pas? À vous de vous faire votre propre idée, chers amis. Je vous laisse libre et juge de ce que vous en pensez. Alors, installé en zone libre, je l'ai dit. Alors, il a été un antisémite, donc, hein, d'après ce que je comprends, d'après ce qu'ils disent, dès août-octobre 1940. Il engage le pays dans la révolution nationale et dans la collaboration avec l'Allemagne nazie. Ah bon? Je croyais que c'était Pierre Laval qui collaborait. Et d'ailleurs, je vous signale que Pierre Laval, il était de la Troisième République, n'est-ce pas? Vous l'avez bien entendu. Hein, il était avec M. Albert Lebrun et un autre président avant lui encore, je ne sais plus lequel, et que Pierre Laval était socialiste. Le maréchal Philippe Pétain n'était pas socialiste. Et que le Pierre Laval, donc président du conseil du gouvernement de Vichy, a été imposé par l'Allemagne, par M. Ribbentrop, que je sache, qui était le représentant du Troisième Reich à Paris. Bon, allez, on continue. Il engage le pays, je l'ai dit. Le régime de Vichy qu'il dirige jusqu'en juillet 1944 est déclaré illégitime, nul non avenu, par qui? Par le général de Gaulle. Bon, ben, pardon pour lui. Il est devenu général depuis quand? À votre avis, où il est devenu général? En 1940, il était encore capitaine, il me semble, si je ne me trompe pas. Ou peut-être colonel, oui, peut-être. Mais en tout cas, il semble qu'il a été capitaine. Ou alors il a été capitaine en 1917 plutôt, et colonel un peu plus tard. Mais il a été écarté en 1933-37 par le président de la République, Albert Lebrun. Vous l'avez bien entendu, ça. Je vous l'ai lu, je crois. À la Libération. Oui, à la Libération. Bon, il est revenu de Londres, auréolé de ses 2 étoiles, en tant que général. Hein. Soudainement, il s'est attribué 2 étoiles en moins de 4. Combien? En moins de 4 ans. C'est pas mal, hein? C'est rare, mais ça mérite d'être souligné. Je ne connais pas un homme militaire, quels que soient ses grades ou
quelles que soient ses décorations, qui a passé en si peu de temps de capitaine, colonel, général, général une étoile, général deux étoiles, qui ont des significations bien précises. Une étoile, c'est commandement d'une armée, je crois, et deux étoiles, c'est un commandement général des armées, de toute l'armée, semble-t-il. Enfin bon, amené contre son gré par les Allemands à Sigmaringen, en Allemagne donc, puis en Suisse, où il se rend aux autorités des habitants des pays du fromage, Philippe Pétain est jugé pour intelligence avec l'ennemi et haute trahison par la haute cour de la justice en juillet 1945. Il est frappé d'indignité nationale, condamné à la confiscation de ses biens et à la peine de mort, alors que la Cour recommande la non-application de cette dernière, la peine de mort, en raison de son grand âge. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Sa peine est commuée en emprisonnement à perpétuité par le général de Gaulle. Il meurt à Fort-Joinville-sur-l'Île-Dieu, où il est inhumé. Bien, parfait. Jeunesse, bon, alors là j'en passe, et on dit il a souffert, il a subi des pressions en tant que gamin, en tant que gosse, hein, et que ces idées qu'il aura développées pendant l'occupation viennent de son enfance. Vous voyez, ils vont fouiller jusqu'à bon, sur des trucs qui n'ont aucun rapport, aucun rapport. Mais enfin bon. Et puis on peut faire dire à des témoignages plus ou moins ciblés ce qu'on veut bien leur faire dire. Bon, bien que son acte de naissance porte les prénoms Henri, Philippe, Benoni, Omer et Joseph, c'est Philippe qu'il choisit et tout au long de sa vie, il prend soin de le rectifier. Pardon. Sa belle-mère néglige les enfants. Oh, du premier lit de son mari et le maréchal Philippe Pétain. Alors, je dis le maréchal parce qu'eux, ils ne le mettent pas. Hein. Le maréchal Philippe Pétain s'enferme dans le silence. Oh, vous voyez, il est torturé. Il est torturé, le pauvre. Voilà ce qu'on vous raconte. C'est facile, hein. Une fois que tous les témoins sont morts, on peut dire ce qu'on veut. Alors, allez, cet environnement influence donc voilà, marqué à 14 ans par la défaite de 1870. Il décide d'être militaire. Bon. Alors, son oncle paternel, l'abbé Legrand, le présente au châtelain du village de Bomy. C'est où ça, Bomy? Ah oui, dans le Pas-de-Calais, d'accord. Édouard Boulard de Villemarais, qui souhaitait financer les études d'un jeune villageois se destiné à une carrière militaire. À l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, bon, il est de la promotion Piéna, je ne sais pas ce que c'est, hein, le siège de la bataille de Piéna est un épisode resté fameux de la guerre russo-turque de 1877 à 1878. Bon, ben voilà. Hein. Avec le vicomte Charles de Foucault, voilà. Ah, voilà, le vicomte Charles de Foucault, en effet, qui est mort en détention. Futur saint catholique, voilà. Et Antoine Manca, qui est Antoine Manca de Vallombrosa. Antoine Amédée, Marie-Vincent Manca, Amal de Vallombrosa, connu sous son titre de marquis de Morès, était un aventurier et militant politique des habitants du Pays de Fromage, né le 14 juin 1850. Bon, est mort, d'accord. Alors, attendez, une seconde, je regarde quelque chose, sa date de naissance, ça m'intéresse. D'accord, d'accord. 1858, oui. Entré parmi les derniers, il sort en milieu de classement 229e sur 336. Bon, on passe les détails, hein, les décorations, enfin, opinion personnelle avant la guerre. Alors, élevé dans le catholicisme, mais ayant une vie personnelle de garnison confronté à une certaine morgue de ses supérieurs et des bonnes familles, le maréchal Pétain reste discret sur ses opinions dans l'esprit de la grande muette. Eh oui, bah, la grande muette, c'est l'armée, hein.
Sa carrière est lente dans l'armée, assez aristocratique des années 1890 lors de l'affaire Dreyfus. Le capitaine Pétain n'est pas anti-Lieffrusard. Ultérieurement, il affirme à son chef de cabinet civil, Henri de Moulin, de la Batette: j'ai toujours cru pour ma part à l'innocence de Dreyfus. Il juge cependant que Dreyfus s'était mal défendu et que sa condamnation était logique. L'idée que Félix Gustave Saussier et Jean-Casimir Perrier, voilà, aient condamné Dreyfus en le sachant innocent l'aurait tourmenté, voire scandalisé. D'après les deux ministres pétainistes, Henri Moisset et Lucien Romier, en tout cas, il ne participe pas à la souscription en vue du monument Henri. Je ne sais pas ce que c'est que ce monument, enfin bon. Pierre Quillard, le monument Henri, liste des souscriptions, d'accord. Ouverte par le journal antisémite La Libre Parole d'Édouard Drummond. Voilà, Édouard Drummond. Oui, il y avait des pro et antisémites, bon, mais ça, que faire, hein. Les pamphlétaires, il y en a eu. Bon, maintenant, on n'en a plus de pamphlétaires, c'est un peu dommage. Ils auraient pu donner leur opinion, mais l'opinion est interdite aujourd'hui. Pour la veuve du colonel Henri, voilà, le colonel Henri, responsable par ses fautes de quoi? De la condamnation du capitaine Dreyfus. Voilà donc le capitaine Dreyfus. Alors, on passe rapidement, première carrière. Ouais. Bon, après, moi, je vous laisse poursuivre la lecture. Je vais tâcher d'en faire le maximum. Je vais m'arrêter à un moment donné, parce que la carrière du maréchal Philippe Pétain est longue, entre sa jeunesse, ses débuts de carrière militaire, Première Guerre mondiale, etc., l'armistice, bon. Alors, on va y aller rapidement. On va parler d'ailleurs de la Première Guerre mondiale, c'est ça qui m'intéresse moi le plus. Enfin, en ce qui concerne la vie du maréchal Philippe Pétain, je vous dirai pourquoi. Promotion du général de la guerre de 1914 à 1918. Dès le début de la Première Guerre mondiale, le 3 août 1914, il se distingue à la tête de la 4e brigade d'infanterie en couvrant la retraite du général Lanrezac. Voilà. En Belgique, donc, il fait partie des officiers rapidement promus au début de la guerre pour remplacer ceux qui ont échoué. Général de brigade, voilà, c'est ça, vous voyez. Général de brigade, c'est 2 étoiles, hein. Le grade de général de brigade, brigadier général ou brigadier est un grade militaire de certaines armées, le premier dans l'ordre des officiers généraux pour une armée de terre ou une force aérienne. Voilà, 2 étoiles, vous voyez. Général de brigade, bon, enfin bref. Il commande la 8e division d'infanterie, à la tête de laquelle il participe à la bataille de la Marne. Voilà, bataille de la Marne, il y aurait beaucoup à dire, mais on va pas y arriver. Durant laquelle il conseille l'usage de l'artillerie et de l'aviation. Voilà le maréchal Philippe Pétain en 1915, donc. Portrait du maréchal Philippe Pétain en 1926, oui. Donc il était déjà maréchal. Il devient général de division le 14 septembre, mais de quelle année? Faudrait le dire un petit peu. Oui, pas 1962 bien sûr, en 1914 peut-être. Investi le 28 octobre 1914 de la fonction de général, voilà, de général commandant de corps d'armée, il prend le commandement du 33e corps, affecté au secteur du front où il a grandi. Il réalise ses actions d'éclat lors de l'offensive en Artois, effectuant la seule percée le 9 mai 1915 qu'il juge à raison inexploitable. En juin 1915, investi de la fonction de général d'armée, il commande la 2e armée, ayant pourtant désapprouvé ouvertement l'offensive de Joffre en Champagne. Joseph Joffre, né le 12 janvier 1852
à Rivesaltes, Pyrénées-Orientales, est mort le 3 janvier 1931 à Paris, est un général maréchal des Pays des Fromages et membre de l'Académie française. Il s'illustre notamment comme généralissime des armées. Oui, bon, très bien. Alors, bataille de Verdun, voilà, nous sommes durant la Première Guerre mondiale. Soldats français à la bataille de Verdun, voilà, regardez. Regardez les tranchées. Regardez un petit peu la boue et tout. Et ça s'est passé au pays des fromages, hein, je rappelle. La guerre ne s'est pas passée en Allemagne. Je le précise parce que c'est très important quand on va parler de l'armistice. Vous allez comprendre. Tout s'est passé sur le terrain français, notamment du côté de Verdun, enfin dans le nord, quoi. Où la France, où le pays des fromages a dû donner beaucoup d'hommes. Bon, voilà. Ça a été un massacre, une boucherie. Alors, sous les ordres du futur maréchal Joffre et du général de Castelnau, il est l'un des 8 commandants à la bataille de Verdun, en poste du 25 février au 19 avril 1916. Son sens de l'organisation, soutenu par un réel charisme, ne sont pas étrangers à l'issue victorieuse du combat 8 mois plus tard. Vous voyez, c'est vous dire qu'ils font quand même des choses, ils disent quand même des choses honnêtes. Ils parlent de ses bravoures, du maréchal Philippe Pétain, je parle, hein, et de ses éclats, de combat. Même si la ténacité de ses troupes, comme celle du commandant Rénal, voilà le commandant Rénal, au Fort de Vaux, en a été le facteur décisif. Oui, mais le commandant Rénal s'est battu sous les ordres du maréchal Pétain, du général Pétain, pardon. Attention, hein. Tout seul, le colonel Rénal, qu'aurait-il fait? On ne sait pas. On ne peut pas refaire l'histoire, hein. En a été le facteur. Oui, d'accord. Bon, sa vision stratégique de la bataille lui fait comprendre que le meilleur soldat du monde, s'il n'est pas ravitaillé, évacué en cas de blessure ou relevé après de durs combats, est finalement vaincu. Oui, bon, il a compris qu'il faut ménager les hommes. Pas comme comment il s'appelle son adversaire d'un peu plus tard, là, Georges Clemenceau, qui lui n'a pas hésité. Bon, enfin, bref. Donc le maréchal Pétain met en place une rotation des combattants, c'est-à-dire qu'il fait tourner. Il ne fait pas combattre les mêmes pendant plusieurs heures. Il envoie au repos les régiments épuisés qu'il fait remplacer par des troupes fraîches. Il organise des norias d'ambulances, de camions, de munitions et de ravitaillement sur ce qui devient la voie sacrée, terme de Maurice Barrès. Comprenant est-ce qu'il montre? Non, pas du tout. Comprenant la valeur de l'aviation dans les combats, il crée en mars 1916 la première division de chasse aérienne pour dégager le ciel au-dessus de Verdun. Voilà une erreur qui a été faite lors de la déclaration de guerre en 1939, c'est qu'il n'y avait pas d'aviation. Parce que le syndicat dans les usines appelait à la grève, appelait à fraterniser avec les Allemands. Mais ça c'est une autre histoire, on y viendra peut-être un peu plus tard, on verra. Il réaffirme cette vision dans une instruction de décembre 1917. L'aviation doit assurer une protection aérienne et bien sûr de la zone d'action des chars contre l'observation et les bombardements. Les chars, vous comprenez, ils avancent qu'à travers des ordres qu'ils reçoivent par micro, par téléphone, mais ils ne voient pas à des centaines de kilomètres ce qui se passe, tandis que l'aviation, elle voit beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, et donc peut prévenir les troupes au sol. C'est très important. Et c'est ce qui a manqué à la déclaration de guerre en 1939 de la part du pays des fromages contre l'Allemagne, qui, elle, avait déjà l'aviation qui bombardait déjà l'armée des habitants du pays du fromage, puis des chars sont venus terminer le travail. Comprenez? Voilà comment ça marche. Et voilà comment ça a marché avec le Troisième Reich. Et comment maintenant, bien sûr, bon, on comprend ce qu'il faut faire, mais bon, il en a fallu du temps. Il a tiré de cette période le titre de vainqueur de Verdun, même si cette appellation a été surtout exploitée plus tard sous le régime de Vichy. Ça, c'est pas vrai. Il a même été reconnu par les zones d'opposition, je rappelle. Enfin bon,
Ce célibataire reçoit plus de 4500 lettres d'admiratrices durant le premier conflit mondial. Bon, ben, c'est pas mal. Intervention de Marc Ferraud dans le documentaire Philippe Pétain, un film de Paul Muxel et Bertrand de Solier, coécrit avec Henri Rousseau en 2010. Ah, je ne savais pas qu'il y avait un film qui s'appelait Philippe Pétain, moi. Toutefois, Joffre, le maréchal Joffre, Foch, voilà, le général, il était maréchal, il me semble, non? Oui, voilà, général maréchal Foch, et Georges Clémenceau, qu'on ne présente plus, hein. Le boucher de Verdun, on peut dire, hein. Ouais, enfin bon. Attribue la victoire de Verdun à Nivelles. Vous voyez, il ne voulait pas l'attribuer au général Pétain ou au maréchal Pétain. C'est vous dire que bon, voilà, bon. C'est vrai que Georges Clémenceau était socialiste, hein. Peut-être radical, peut-être un socialisme dur, mais il était socialiste. Certains reprochent au maréchal Pétain son pessimisme, hein. Oui. En fait, comme la réputation du maréchal Pétain s'affirme auprès des soldats après les erreurs de Nivelles en 1917, vous voyez, on y arrive, hein. Il existe deux traditions de la victoire de Verdun. Comme écrit Marc Ferraud, oui, bon, Marc Ferraud, il y a du pour et du contre à l'écouter, lui, hein. Biographe de Pétain, oui, d'accord. Celle des chefs militaires et politiques qui la mettent au crédit de Nivelles et celle des combattants qui ne connaissent que Pétain. Évidemment, les généraux, ben oui, les chefs militaires et politiques, ils se ressemblent. Ils se ressemblent tous. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui ce que font comment dire, les supérieurs militaires avec nos présidents. Alors je ne citerai pas les noms, mais vous voyez de qui je parle. Ils sont aux ordres et ils ne bougent pas. Parce que les présidents les arrosent d'argent, de votre argent, chers amis. Parce qu'ils sont payés par vos impôts, hein, les militaires, il faut le savoir, les chefs militaires, et ainsi que les politiques, hein. Donc c'est pourquoi les chefs militaires ne se retourneront jamais contre les présidents. À moins que, on leur coupe les vivres, mais là, c'est pas pour demain, hein. Voilà. Les combattants, eux, sont sur le terrain, si j'ose dire. Ils sont même dans la boue. Vous avez eu l'image des combattants. Elle est là, hein. Je vous la repasse, hein, vous voyez, regardez. Ça, c'est pas les supérieurs militaires que vous voyez ici, hein. Vous voyez? Les Clémenceau et tous ces dirigeants, quels qu'ils soient, les chefs militaires, ils étaient tous même pas dans des casernes, même pas, mais dans leur résidence ou alors dans les palais, Élysée ou autre, hein, je ne sais pas, mais ils étaient certainement pas sur le terrain, croyez-moi. Et le maréchal Foch, ou Joffre plutôt, pardon, lui, il n'était pas sur le terrain, alors que le maréchal Pétain était sur le terrain. C'est un petit peu... Bon, enfin, on continue. Alors, bon, on y va. Toutefois, Joffre, Foch et Clémenceau attribuent... Bon, on avait vu ça déjà. Alors, ici, c'est quoi? Clémenceau et Pétain au Conseil supérieur de la guerre, Trianon. Voilà les deux hommes qui ne s'appréciaient pas, semble-t-il, hein. Voilà le maréchal Pétain et voilà Clémenceau, semble-t-il, hein. Ils ne s'appréciaient pas du tout. Bon, enfin ça, après, entre les politiques et les supérieurs militaires, il peut se passer des choses, pas toujours. Il fallait arroser, M. Clémenceau, il fallait donner de l'argent. Les mini-offensives de Pétain. Voilà, maintenant, on minimise ces combats. Enfin, bon, je passe rapidement. Remplacement par Foch. Voilà, c'est Foch, oui, et pas Joffre. Le général Pétain, le maréchal Douglas Haig d'Angleterre, donc je crois, voilà, c'est ça. Britannique, oui. Le général Foch, voilà, le général Foch, et le général Pershing, américain. Ah, lui, c'était un héros, par contre. Né le 18 septembre 1860 dans le Missouri et mort le 15 juillet 1948 à l'hôpital de Walter Reed à Washington, D.C., district
c'est ça, est un militaire américain. Oui, ça, il commande le corps expéditionnaire américain en Europe à partir de 1917. Alors, je vous dirai 2 mois après sur l'entente avortée, mais pas avortée de la part du maréchal Philippe Pétain, mais par rapport aux ordres reçus par le maréchal Foch, il semble bien. Alors, le 28 mai 1918, les Allemands percent le front du pays des fromages. Au chemin des dames, le général Duchesne, que voilà, qui bénéficie de la protection de Foch, évidemment, ayant refusé d'appliquer la doctrine défensive prescrite par le maréchal Pétain. Lui, ce général, là, vous voyez, il désobéit aux ordres de son supérieur, qui était le maréchal Pétain, je rappelle. Mais protégé par Foch, ça va. Qui bénéficie de la protection de Foch ayant refusé, d'accord. Bon, consistant à transformer la première position défensive en ligne d'alerte et de désorganisation, afin de reporter la résistance ferme sur la deuxième position, quelques kilomètres en arrière. L'armée des habitants du pays des fromages est contrainte de rétrograder sur la Marne. Le maréchal Pétain conseille la prudence là où Foch choisit la contre-offensive, qui s'avérera en juillet victorieuse. Ah bon? Foch, ne pouvant atteindre directement le maréchal Pétain, fait limoger son major général, le général Antoine. Voilà, le 22 juin 1918, le comité de guerre retire au maréchal Pétain, qui a refusé de sanctionner Antoine, son droit d'en appeler au gouvernement en cas de désaccord avec Foch. Le 30 juin, la nomination du général Buat, que voilà, au poste de major général est imposée par Foch et Clémenceau à Bual. Et là, je comprends pas. Le 30 juin, la nomination du général Buat au poste de par Clémenceau à Buat et Pétain. Qu'est-ce que c'est que ça? Afin de rendre plus souples et plus efficaces les relations entre les états-majors de Foch et de Pétain, dans l'espoir que l'armée française obéisse directement à Foch. En août 1918, la médaille militaire est attribuée au maréchal Pétain. Soldat dans l'âme, n'a cessé de donner des preuves éclatantes du plus pur esprit du devoir et de la haute abnégation. Vient de s'acquérir des titres impérissables à la reconnaissance nationale en brisant la ruée allemande et en la refoulant victorieusement. Il a refoulé l'armée allemande, vous voyez? Décret du 6 août 1918 attribuant la médaille militaire au général Pétain. Bien. En octobre 1918, il prépare une grande offensive en Lorraine qui aurait mené les troupes franco-américaines jusqu'en Allemagne. Écoutez bien. Je répète, en octobre 1918, il prépare, le maréchal Pétain, une grande offensive en Lorraine qui aurait mené les troupes franco-américaines jusqu'en Allemagne. Cette grande offensive, prévue à partir du 13 novembre, n'a pas lieu. Contre son avis, Foch et Clémenceau ont accepté de signer le 11 novembre l'armistice demandé par les Allemands. Et c'est là que je veux en venir, chers amis. Voilà, je vais noter ça. Voilà, c'est qu'en réalité, le combat avait été gagné par le pays des fromages, on est bien d'accord. Que ce soit par le général Buat, par le maréchal Foch ou Joffre et le général Philippe Pétain, de toute façon, le pays des fromages avait gagné la guerre. Parfait, jusque-là, il n'y a rien à dire. Si on avait écouté le général Philippe Pétain et que l'armée franco-américaine avait pénétré jusqu'en Allemagne, est-ce que vous croyez que l'Allemagne du Troisième Reich aurait vu le jour rapidement en 1939 ? Je ne crois pas. Il aurait fallu, à ce moment-là, bon, on ne peut plus refaire l'histoire, il aurait fallu que l'armée allemande soit non pas seulement considérée comme vaincue, mais il fallait les désarmer.
Quand un vaincu est vaincu, ben on le désarme, je crois, un pays. Si l'Allemagne avait été désarmée en 1918, lors de la possible avancée en territoire germanique, je pense que le jeune, je ne sais pas ce qu'il était, caporal-chef ou caporal Adolf Hitler n'aurait pas eu l'idée de faire rapidement ce qu'il a fait, à savoir de remettre sur pied l'armée germanique. Vous voyez, c'est dire que le sens de l'histoire aurait tourné. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu de deuxième conflit mondial. C'est pas ce que je veux dire. Peut-être qu'elle aurait eu lieu cette guerre, mais elle aurait eu lieu beaucoup plus tard et dans la mesure où l'armée du pays des fromages se serait réarmée, elle en aurait eu le temps de se réarmer en cas de conflit. Mais encore une fois, je vous le rappelle, pendant que le pays des fromages signé l'armistice avec une Allemagne qui est retournée chez elle sans avoir été désarmée, pendant que les Allemands, industrieusement, commençaient à réfléchir aux raisons de leur défaite et à se réarmer, avec un homme que vous connaissez, les habitants du pays du fromage s'amusaient, ce qu'on appelle les années 20, les années folles, vous voyez. Ils s'amusaient, ils buvaient, ils chantaient, s'habillaient, ils ne pensaient plus du tout, ils devenaient pacifistes, quoi. Et dans les usines, dans les années 30, le syndicat, la CGT notamment, pour des raisons d'entente avec l'Allemagne, à un moment donné, on dit non camarades, c'est pas la peine de fabriquer des canons, ni des tanks, ni de l'aviation, tout va bien se passer avec nos voisins germaniques, on fait la paix et comme ça, eux, ils vont pas vouloir nous attaquer. Ça, c'était le raisonnement des habitants du pays des fromages, je rappelle. Pendant toutes ces années d'impréparation, nous étions restés, en 1918, nous en étions restés avec les armes des années de 1870, qui, pour la plupart, étaient des fusils, pour la plupart des armes de poing, des fusils du temps de Napoléon Bonaparte. Non mais, bon, on rit parce que il faut bien quand même mettre des points sur les i, des barres sur les t. C'est comme ça que le pays des fromages s'est fait battre en 1939. Et justement, comme je vous l'ai dit, l'armée des L'armée germanique a fait ce que le maréchal Pétain avait compris, lui, c'est d'envoyer d'abord l'aviation en territoire ennemi, notamment les germaniques sur le territoire français, pour aller en reconnaissance, pour voir un petit peu par où les chars pouvaient passer, vous voyez, pour avancer plus vite. Et c'est comme ça qu'ils ont battu, en 4 jours, je crois, ou une semaine, ils ont battu l'armée des habitants du pays des fromages. Nous avions même pas, nous avions des tanks, mais on n'avait aucune aviation, pratiquement, et nos chars ont été cloués au sol par l'aviation et les chars germaniques. Vous voyez un petit peu. Enfin, bon, tout ça. Si on n'avait pas écouté le maréchal Foch et le président du conseil, je crois, Georges Clemenceau, eh ben, on n'en serait pas là lors de la défaite de 1940, hein, 39-40, quoi. Voilà. Et il n'y aurait pas eu un cabinet du maréchal Pétain, enfin un gouvernement, de fait, et non pas de droit juridique, effectivement. Donc illégal, oui, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Tous les gouvernements de la 4ème République sont illégaux. Parce qu'elles n'ont pas été faites de façon, comment dire, à faire voter les hommes pour élire voilà, un autre président à la place de quelqu'un qui n'a pas démissionné, c'est quand même fort de café, vous voyez. C'est vous dire que la Constitution a été bafouée depuis le début, même après 1789, juste après, elle a été bafouée rapidement, déjà par Napoléon, hein, pour commencer, mais même un peu avant, peut-être. Peut-être avant. Il y a eu la Première République avant le Concordat et, ce que vous savez, l'Empire. Donc, bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais je continue. Alors, entre les deux guerres, bon, on va s'arrêter là peut-être. Non, je continue encore un petit peu. Jusqu'où je vais continuer. Je vais voir. Ouais, on va parler un petit peu rapidement. Alors, entre les deux guerres, populaire couvert d'honneur, le 12 avril 1919, il est élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous voyez, c'était une haute distinction pour l'époque. Hein.
Voilà, elle est une des 5 académies de l'Institut du Pays du Fromage, fondée en 1795, supprimée en 1803 et rétablie en 1832 sous l'influence du ministre et académicien François Guizot. On n'a pas le portrait, non. L'Académie, bon, œuvre dans le champ des sciences humaines, bon, voilà. Alors, il s'est marié le 14 septembre 1920 à 64 ans avec Eugénie Ardon, dont voilà son épouse. Elle avait 42 ans donc, hein. Divorcée de François de Hérin et un fils Pierre était né de cette union. Pétain l'avait précédemment demandé en mariage en 1901. Et là c'est quoi ça? Aron. Ah oui, Aron, un historien, oui. Bon, sans descendance, bon, ben voilà, Pétain, le maréchal Pétain devient progressivement la référence principale pour les anciens combattants, je vous l'ai dit, hein, ceux qui sont revenus du champ d'honneur, comme on dit, hein, du champ de bataille, pendant l'entre-deux-guerres, profitant de la mise à l'écart et des décès des autres maréchaux. Non, ils n'ont pas été mis à l'écart. Enfin, soit ils ont été écartés, comme d'ailleurs le capitaine de Gaulle, hein, je rappelle. Il reste jusqu'en 1931 chef de l'armée, écartant Joffre, puis Foch, auquel il succède à l'Académie des habitants du Pays des Fromages, quelle que soit la majorité politique en place. Bon, mais vous voyez, donc c'est pas une question de... Voilà, en 1924, au moment du cartel des gauches. Le cartel des gauches était une coalition électorale constituée dans une cinquantaine de départements pour les élections législatives de 1924 entre les radicaux indépendants, le parti radical et radical socialiste, le parti républicain socialiste auquel se joignirent les socialistes. Peut-être plus modérés, bon c'est possible. Il se serait opposé à l'hypothèse d'un coup d'État militaire envisagé par Lyautey. Ah, le maréchal Lyautey avait organisé. Il se serait opposé, bon. Qu'il écarte du Maroc. Ah, c'est lui, c'est le maréchal Pétain. C'est le général Pétain qui écarte du Maroc le maréchal Lyautey en acceptant d'intervenir personnellement lors de la guerre du Rif. Voilà. Vous voyez, c'est là l'erreur du général Pétain, par contre. C'est d'avoir écarté le maréchal Lyautey. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire, ce serait beaucoup trop long. Lors de la guerre du Rif, d'accord, il a une influence majeure sur la réorganisation de l'armée, entouré d'un cabinet dont De Gaulle, tiens voilà, est l'une des plumes. Alors, il était le capitaine De Gaulle, avant qu'il soit même capitaine, d'ailleurs, je crois. Il était le proche collaborateur du général, là, je dis bien général, Philippe Pétain. Et c'est le général Philippe Pétain qui va faire la carrière de cet homme. Voilà, donc voilà le portrait, hein, je vous le montre. Toutefois, à partir de 1929, son opposition à Maginot, oui, la ligne Maginot, ça il faut en dire deux mots. Alors, on va dire deux mots rapidement. C'est une ligne voulue pour, se disant, surveiller les frontières, on va dire, du Pays des Fromages et germanique. Et je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé, en gros, hein, grosso modo. En fait, les germaniques savaient que les habitants du Pays des Fromages les surveillaient, ils le savaient. Il ne faut pas croire que les germaniques sont des idiots. Donc ils ont fabriqué une ligne qui s'appelle la ligne Siegfried. Alors la ligne Siegfried, c'est des chars, des faux chars, comment ça s'appelle? On appelle ça des chars potiches, hein, en papier, en carton, je ne sais pas trop comment. Ils les ont alignés sur une lignée, hein, de la frontière, la ligne Siegfried. En fait, les vrais chars, ils étaient en cours de fabrication en grand nombre. Les marchés, les usines, je peux vous dire qu'en Allemagne, à cette époque, entre 1920 et 1939, marchaient à plein régime. Là, ils ne faisaient pas 6 heures ou 8 heures par jour. Hein. Ils faisaient beaucoup plus. Mais il faudrait aller sur l'histoire de l'Allemagne et je n'ai pas le temps. Mais le Parti national-socialiste voulait des travailleurs et croyez-moi que quand ils s'y mettaient, c'était pas, je vous dis, 4 heures par jour et avec des temps de répit pour dîner, manger ou faire ses trucs. Hein. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors, Maginot, lui, il avait sollicité, il avait souhaité
et fait construire un souterrain, un tunnel qu'on appelle la ligne Maginot, tout au long de la frontière, on va dire franco-germanique. Hein. Euh, Toutefois, à partir de 1903, son opposition à Maginot l'écarte de la tête des armées au profit de la génération des collaborateurs de Foch. Végan, c'est ça? Voilà. Né le 21 janvier 1867 à Bruxelles, Belgique, et mort le 28 janvier 1965 à Paris, Seine, est un général des habitants du pays du fromage, grande croix de la Légion d'honneur. Ouais, bon, ils n'en disent pas plus, c'était un collaborateur de Foch, quoi. Il s'appuie sur sa popularité auprès des ligues pour obtenir, après le 6 février 1934, le ministère de la Guerre, auquel il ne peut revenir en 1935, ni pendant le Front populaire. Bon, voilà le Front populaire, coalition politique de gauche, formée en vue des élections législatives de 1936, autour du Parti radical de la section des habitants du pays du fromage, de l'Internationale ouvrière SFIO, l'actuel Parti socialiste donc, et du Parti communiste. Oh, oh, oh. Oui, c'était majoritaire hein, à l'époque. PCF, voilà le PCF, centre droit. Euh, et là, c'est qui ça? Bah, je sais pas. Enfin voilà. Alors, général en chef de l'armée des habitants du pays des fromages et opposant la ligne Maginot. Général en chef de l'armée des habitants du pays des fromages, il le reste jusqu'au 9 février 1931. Il estime en 1919 à 6675 le nombre de chars nécessaires à la défense du territoire, 3075 chars en régiment de première ligne, 3000 chars en réserve à la disposition du commandant en chef, 800 chars pour le remplacement des unités endommagées. Bon, ça c'était les prévisions du général Philippe Pétain en je ne sais plus. Bon, il écrit c'est lourd, mais c'est l'avenir et au maximum d'hommes sous la cuirasse. De 1919 à 1929, avec la présence d'un ami au poste de chef d'État-major des armées, le général Buat, voilà le général Buat, jusqu'en 1923, puis après sa mort, le général de Berry. Il s'oppose à la bataille mécanisée capable de porter le combat le plus loin possible sur le territoire ennemi. Ben oui, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Ils sabotaient les armées, les fabrications, les montages des pièces des chars dans les usines avec la bénédiction du syndicat, vous voyez lequel je parle, qui en fait partie du Front populaire quelque part, ennemi dès les premiers jours de la guerre. Il parvient à rester l'instigateur principal de la stratégie, obtenant en juin 1922 la démission du maréchal Joffre de la présidence de la commission d'études de l'organisation de la défense du territoire créée 15 jours plus tôt et s'opposant lors de la séance du Conseil supérieur de la guerre du 15 décembre 1925 à la construction d'une ligne défensive continue. C'est la ligne Maginot. Il y prône des mols défensifs plutôt qu'un tunnel hein, sur les voies d'invasion. Bon ben voilà. Alors, on ne sait pas pourquoi des mols, mais enfin bon voilà. Lors de la séance du 9 mai 19 mars 1926 et contre l'avis de Foch, qui estime que le maréchal Pétain donne à tort aux chars une importance capitale, il préconise et obtient l'étude de 3 prototypes de chars légers, moyens et lourds. Ouais, bon, voilà un petit peu où nous en sommes. Il doit cependant finir par s'incliner et accepte la construction de la ligne Maginot. Ah oui, lorsque André Maginot, alors ministre de la Guerre, déclare lors du débat parlementaire du 28 novembre 1929, ce n'est pas Pétain qui commande, mais le ministre de la Guerre, donc le maréchal Foch. Guerre du Rif, bon voilà. Durant la guerre du Rif, le maréchal Lyautey accueille au Maroc le maréchal Pétain à sa descente d'avion, voilà les deux hommes. Bon, ils n'étaient pas d'accord apparemment tous les deux. Hein. Pourquoi ça a grandi? Ah, voilà. Le maréchal Lyautey, semble-t-il. Hein. Là, je sais pas, là, je vois pas trop. Non, ce serait le maréchal Pétain, ça. Bon, ma foi.
Non, c'est le maréchal Lyautey, ça. Voilà, bon. Alors, relation avec De Gaulle. Bon, on va pas y rentrer, hein, c'est pas la peine. On sait que entre deux, ils s'entendaient pas. Le capitaine Charles de Gaulle, vous voyez, capitaine à l'école supérieure de guerre, 44e promotion, 1922-1924. Donc il était capitaine jusqu'en 1924. Après, bon, on se demande quand est-ce qu'il est passé colonel avant d'être général. Si toutefois il a été nommé général. Euh... Élection à l'Académie française, voilà, ça c'est en 1929. Le maréchal Philippe Pétain donc, est nommé voilà, inspecteur général de la défense aérienne, ministre de la guerre. Gauche à droite, Pierre-Étienne, Flanchin, Pétain et Marquet. Enfin, bon. Voilà, chers amis, je crois que je vais m'arrêter là. Membre du Conseil supérieur de la guerre. Bon, c'est les titres qu'avait le maréchal Philippe, le général Philippe Pétain, pardon, hein, il faut pas. Voilà, ça c'est la rencontre avec Franco, entouré de José Moscardo et Ramon Serrano. Voilà. Ah, Philippe Pétain, ambassadeur de France à Burgos, est accueilli par une délégation, d'accord. Bon. Voilà, nous allons rester là sur l'homme et du recours à la mystique. Nous allons en rester là parce que bon, ça serait bien long. Bon, je ne vais pas vous parler de l'entente et puis de la brouille entre les deux hommes, entre le général Philippe Pétain puis le capitaine Charles de Gaulle, c'est pas la peine. Nous en reparlerons lorsque nous parlerons comment dire, de Monsieur de Gaulle. J'en dirai peut-être quelques mots là, à ce moment-là, mais ou alors peut-être un peu dans la foulée, lorsque je continuerai la deuxième partie du parcours du maréchal Philippe Pétain. Là, on a vu avant la Deuxième Guerre mondiale, avant l'occupation. Là, on va voir pendant l'occupation, puis après la libération. Voilà. Mais la partie d'occupation, j'ai l'impression qu'ils ont fait un long discours, là. Wikipédia, ils ont beaucoup à dire, semble-t-il. Voilà, chers amis, si cette vidéo vous a plu, et je l'espère en tout cas, n'hésitez pas à partager, à faire ce que vous devez faire, hein, je ne vais pas vous le répéter. Personnellement, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite bien sûr d'avoir une bonne entente entre vous, en famille, entre amis, entre camarades de travail, etc., entre collègues, c'est très important. Il ne faut jamais oublier que nous autres, les hommes et les femmes faits de chair et de sang, nous sommes tous liés dans l'univers par comment ça s'appelle, une énergie que nous ne pouvons pas voir, mais que par l'IRM on peut voir. Oui, je vous le dis, hein. L'énergie que le corps humain, l'esprit peut-être pas, mais le corps humain possède, vous le voyez dans les images avec les appareils de recherche IRM. Si vous savez ce que ça veut dire, eh bien ça a été prouvé, hein, ça a été démontré. En tout cas, chers amis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.